Oh 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 et bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui Noël bien sûr, Noël est en période de fin d'année, donc traditionnellement je vais faire mes petites vidéos de fin d'année. Je me suis dit quoi de mieux pour Noël que un bonnet à la con, du vin chaud, mmh, qui est très bon d'ailleurs, et bien entendu une dose de négativité. Je plaisante bien sûr, mais aujourd'hui nous allons faire le flop 5 et nous ferons aussi le top 5 dans une autre vidéo à part. Mais vous allez avoir mes vidéos de fin d'année qui sont les flops et les tops. Je précise pour ceux qui n'étaient pas là en 2022, puisque j'en ai pas fait en 2023 et je vais retirer ça parce qu'il fait extrêmement chaud là-dessous en fait. Donc, pour les vidéos de fin d'année, les tops et les flops, on parle de choses que j'ai lues ou que j'ai découvert dans l'année. Je ne vais pas forcément parler de jeux sortis dans l'année, je vais parler simplement d'événements ou de jeux ou de sujets d'actualité qui se sont passés en 2024 pour cette année. Je vais en profiter peut-être pour caler un ou deux trucs que j'ai découvert en 2023, parce que bon, au bout d'un moment les dates sont un peu floues et j'ai pas eu l'occasion de faire les vidéos top flop de 2023, donc je vais me rattraper un petit peu cette année, vous allez avoir un flop 5 et un top 5. Mais donc aujourd'hui, on commence par la négativité avant de finir par la positivité. On commence donc par le flop 5 de cette année, et nous allons y aller un petit peu crescendo dans les choses qui ne m'ont pas forcément convaincu. Et je précise d'ailleurs que la majorité des choses, ça va être un flop sur un point précis. C'est pas forcément tout le jeu, toute la campagne, ou peu importe de quoi je parle. On va vraiment aborder un point précis en général, ce n'est pas l'ensemble. Voilà, ça c'est un point important que je voulais souligner. Et puis vous allez voir que ça reste quand même un petit peu bon enfant, et je ne veux faire de mal à personne dans cette vidéo. On va commencer tout de suite par un petit sujet d'actualité qui est un peu hors série par rapport aux 5. Les 5 arrivent après. J'aimerais commencer par un petit sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cette année. On va parler des financements participatifs. Les financements participatifs, c'est cette espèce de fausse bonne idée qu'on vit depuis plusieurs années maintenant. Je trouve que c'est une superbe idée. À la base, le financement participatif, j'ai un projet, j'ai de l'ambition, je n'ai pas les moyens de mon ambition, je demande aux gens de me financer pour réaliser mes ambitions, et en échange, les gens ont un produit moins cher et des bonus, etc., qui leur sont livrés quand le projet est prêt. Je trouve que c'est vraiment une superbe idée. Mais on a vu, avec le temps, que dans le milieu du jeu de rôle, je parle pas du jeu de plateau, mais c'est encore un autre sujet, mais oui aussi, mais on a vu avec le temps que ça avait aussi des mauvais côtés. On a vu énormément de retard, on se souvient tous de cas d'école comme la Elite par exemple, où il y a eu beaucoup d'éditeurs professionnels, donc pas des amateurs à qui c'était destiné à la base, mais des professionnels qui se sont lancés dans le financement participatif et qui en ont fait un petit peu leur modèle économique. Pour beaucoup, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils n'ont plus les capacités, ou du moins leur modèle a changé, ils n'ont plus les capacités de financer un jeu tel qu'il devrait être à l'origine, et ils sont obligés de passer par le financement participatif, et ça crée un petit peu une cavalerie. On a des éditeurs français qui sont un peu tombés dans le piège, mais il y a aussi des éditeurs anglo-saxons, etc. Par exemple Onyxpass qui font beaucoup ça, hein, ils vont de financement en financement, etc. Montecook aussi font beaucoup ça maintenant. On a BBE qui lance un peu le financement du mois. On a Agathe qui finance tout. Je crois qu'il y a Arcane qui aujourd'hui sort encore des produits hors financement. Et Edge bien sûr, mais eux sont vraiment à part. Mais sinon, il y a beaucoup d'éditeurs professionnels, que ce soit français ou peu importe à l'international, font le jeu du financement. Et tout ça, en 2024, je trouve, a atteint un petit peu son paroxysme, et ça a un peu pété à la gueule de tout le monde. Pourquoi, comment? Je suis pas expert financier, mais je dirais que d'un point de vue économique, l'année a été compliquée pour beaucoup de monde. Beaucoup de personnes ont vu leurs finances se réduire un petit peu et on a dû mettre de l'argent ailleurs. Donc il y a eu une baisse de participants à des financements, et puis il y a eu aussi un espèce d'effet un peu ras-le-bol, je pense, je sais pas comment dire, du jeu du mois. Je sors un peu de mon champ que je connais bien, mais je vais vraiment donner des avis personnels dans tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effet ras-le-bol de ce mois-ci c'est le mois de tel jeu, et puis on va parler que de ce jeu-là, tout le monde en parle, c'est le meilleur jeu de l'année.
et puis ensuite, hop, on passe au suivant. Ça, c'est un point qui m'énerve un petit peu. Et puis, on va pas se mentir, on a aussi les bibliothèques qui débordent. Le milieu holistique est un milieu un peu étrange. On a l'impression que il faut tout le temps acheter la nouveauté pour être dans le coup, je dirais, et que les anciens jeux n'ont plus lieu d'être, ou je sais pas trop. Il y a un côté un peu étrange qui se passe. Il y a toujours un peu l'attrait de la nouveauté aussi. Et on a les bibliothèques qui se remplissent et on se retrouve à se dire, putain, mais quand est-ce que je vais faire jouer ça? Quand est-ce que je vais lire ça? Je l'ai acheté, je ne voulais que lui, je ne vois que lui. Et puis finalement, une fois que je l'ai, pas trop quoi en faire. Et même moi, ça m'est arrivé, hein. Je reproche, voilà, je ne lance la pierre à personne. Je vais vous parler par exemple de deux cas d'école. Mothership. Mothership, pour moi, ça a été un peu un pétard mouillé parce que il a été tellement long à être livré que quand il est arrivé, j'en avais plus besoin. Quand je l'ai financé, c'était un besoin que j'avais pas ce genre de jeu, j'avais des envies de ce genre d'univers. Donc je l'ai financé pour y jouer. Et quand il arrive, on est 2 ans et demi plus tard, je pense, quelque chose comme ça. Bon, Mothership, c'est toujours un excellent jeu, hein. Les scénarios sont toujours très bien, il y a vraiment zéro problème. Mais à ce moment-là, bah, je m'en fous un peu. J'ai déjà rempli avec d'autres jeux, par exemple Death in Space, même si c'est autre chose, mais Death in Space, c'est un jeu qui me convient plus que Mothership, et Mothership, à ce moment-là, je sais pas quoi en faire. Donc j'ai eu l'occasion de le revendre et je l'ai revendu. C'est un peu dommage, je trouve, mais c'est comme ça. Et puis, bah, là, va y avoir le cas Werewolf. Alors, c'est encore un autre cas, et là, je suis un peu en colère, on va dire, là-dessus, parce que à l'époque du financement de Loup-Garou, en PF, la VO n'était pas encore sortie. Je crois que la VO était aussi en financement ou en précommande. Arkane ont décidé de lancer des goodies, etc. Je vais couper un peu, voilà, il y a un peu trop de reflets blancs. Arkane ont décidé de lancer des goodies, des mugs, des t-shirts, des machins. Tout le monde a dit, ah, mais ça va causer du retard. On nous a assuré que non, ça allait pas causer de retard, qu'on avait appris, etc. Finalement, bah, on est grave en retard. On a 1 an de retard aujourd'hui. Le jeu, on a juste le PDF. Le jeu, il est pas encore là. Les goodies sont pas là. Ça va arriver normalement en janvier. Mais toujours est-il qu'en attendant, la VO, bah, eux, ils ont sorti le livre comme prévu. Ils ont sorti bah, tous les suppléments qui vont bien. Je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis. Je me souviens plus des noms, mais il y a Scent of Decay et un autre supplément. Donc eux, bah, la gamme continue, et voilà, l'AVF qui était à la base financée en même temps, l'AVF accumule du retard. Et bah, ça c'est dommage parce que je prends mon cas personnel, mais moi d'habitude j'achète en VO quand je peux en VO. Un grand sage m'a dit, Franck, si tu me regardes, ce grand sage m'a dit un jour, si tu peux lire la VO, prends la VO. Et cette fois-là, je ne l'ai pas écouté. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des joueurs qui sont intéressés par l'idée de jouer à Werewolf, mais ne sont exclusivement francophones. Donc j'ai financé l'AVF qui m'a coûté plus cher que la VO, juste pour être capable de jouer correctement avec ces joueurs-là. Et au final, bah, en attendant, on joue à Vampire, parce que bah, Werewolf, bah, il arrive pas. Donc on a décidé de partir sur une campagne Vampire, puis Werewolf il va arriver, je vais le lire, et puis je vais le mettre de côté jusqu'à peut-être 1 an, ou 1 an et demi, le temps qu'on ait fini Vampire. C'est un peu... Enfin, qu'on ait fini Vampire, qu'on ait fini notre campagne. Donc, un brin dommage, je dirais, là-dessus. Voilà. Donc, le financement participatif, je trouve que en 2024, ça a été un peu une leçon pour beaucoup de monde. Il y a eu un petit peu l'explosion de la bulle. Et malheureusement, j'ai peur qu'il y ait des victimes sur la route, parce qu'on voit, on a le cas avec... Là, j'ai cité Arkane, hein, mais il y a eu plein de financements. Arkane en ont eu plusieurs qui n'ont pas fonctionné. On a eu Exen chez BVE qui a pas fonctionné non plus. Bref, on a eu beaucoup de financements qui, malheureusement, ne trouvent pas leur public. Et c'est bien dommage. Mais il y a quand même eu de très belles surprises, notamment Traveler, bien sûr. Traveler qui a eu un très très beau succès, et donc je suis très content. Mais aujourd'hui, on a la vidéo des flops, on n'est pas dans la vidéo des tops. Donc, voilà pour ce premier flop, on va dire. C'est pas un jeu en soi, mais c'était un sujet d'actualité de 2024, les financements participatifs. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve, soit qu'on ralentisse notre consommation de jeux de rôle, la façon dont c'est financé, mais il va y avoir des victimes, ou alors il va falloir qu'on fasse des choses moins chères. On a eu par exemple avec Arceos, ce qui est un peu dommage, c'est qu'Arceos ça avait été pensé pour une boîte, etc. La boîte était quand même chère, et au final, heureusement, l'éditeur Rafio Fringant, pardon,
on a réussi à proposer autre chose, une formule moins chère, mais quelque part, est-ce que c'est pas un peu une défaite, un choix par dépit, en disant bon bah voilà, j'arrive pas à faire ce que je veux à la base, c'est comme ça que le jeu avait été pensé, donc je vais proposer une autre forme juste pour pouvoir financer le jeu. Je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, moi je trouve que Arceus Adventures c'est un jeu qui méritait toute l'attention du monde. Voilà, et que étant en France, j'aurais eu beaucoup de plaisir à le financer. Voilà, bref. Donc il va falloir que les choses changent, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Donc maintenant passons au sujet du jour, donc le flop 5, les jeux en question. On va commencer par un tout petit flopinet avec Invisible Sun. Alors là je vous montre juste un bouquin de Invisible Sun, mais il y a un gros coffret qui est là, il y a un autre coffret qui est rangé à la bibliothèque, il y a beaucoup de bouquins. Il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de matos. Invisible Sun c'est chez Montecook Games, et c'est un jeu que je brûlais de découvrir depuis des années et des années, depuis que le premier financement qu'il a eu. C'est un financement? Oui, c'est un financement. Depuis le premier financement qu'il a eu, parce que c'est un univers qui m'attire profondément. Et c'est un super jeu. Vraiment, je vous le recommande, Invisible Sun. C'est un univers extraordinaire et un super jeu. Mais alors pourquoi est-ce que je le mets dans les flops? Eh bien, parce qu'il est extrêmement difficile d'accès. Si vous trouvez que Mage d'Ascension, c'est difficile d'accès, vous n'êtes pas prêt pour Invisible Sun. Rien que la lecture, c'est déjà le bordel. Honnêtement, bêtement, je m'attendais un peu à un jeu campagne. Je m'attendais à ce qu'il y ait des props dans la boîte, qui servent pour la campagne incluse dans le jeu, que voilà, on était guidé correctement pour mener à bien une campagne et tout ça. Et au final, non. C'est vraiment le bordel. On vous décrit plein de choses. Et c'est à vous de faire votre soupe. Alors il y a des intrigues, il y a des aventures qui sont incluses dedans, plus ou moins. Elles sont, encore une fois, faut les lire à l'intérieur de tout ça. Mais tout est extrêmement flou. Tout est brouillon au possible. Et ça demande énormément de temps pour être maîtrisé. Maîtrisé dans le sens se repérer dans la lecture, être capable de se repérer dans les ouvrages. Alors heureusement, on nous tient quand même un minimum par la main sur certaines choses. Vous voyez par exemple, chaque livre s'appelle par exemple la The Way, et vous avez, en ouvrant, hop, vous avez comme ça les différents livres qui sont là. Donc nous, on pense bêtement que c'est la table des matières de ce livre, mais en fait non, c'est la table des matières des autres livres. Parce que seule de The Way, elle est là. Vous voyez un petit peu à quel point ça peut être le bordel. Donc toi tu repères, tu te dis bon bah je veux aller là, mais finalement c'est dans d'autres bouquins. Voilà, ça commence là. Mais bon, il y a quand même un espèce de guide qui est fourni. Il est téléchargeable sur le site de Montecook et il est dans la boîte. Oui, il est dans la boîte. Il y a un petit guide qui dit commencez par celui-là. Il y a quand même un minimum de choses, mais ça reste un petit peu le bordel. Donc voilà pour le premier mini flop. Vous voyez, vraiment c'est un super jeu, allez-y les yeux fermés. Mais je voulais quand même le mettre dedans parce que je voulais le faire jouer. Je vais le faire jouer, c'est sûr. Mais je voulais le faire jouer en 2024. Finalement, devant le défi, je me suis dit oulala, j'ai clairement pas la tête à ça en ce moment. Il me faut autre chose. Maintenant, passons à ça. Shadowrun, le starter set. Mini flop, moyen flop. Pourquoi? Parce que c'est un starter qui a conscience d'être le starter d'un jeu qui n'est pas simple. Bon, il est bien fait, vous avez tout dedans, voilà. Il n'y a pas beaucoup de matos, mais il y a une aventure, il y a des pré-tirés, il y a un peu d'aide de jeu, il y a des dés, vous avez tout pour commencer Shadowrun. Mais moi, j'en attendais beaucoup. J'attendais une aventure complète. Finalement, c'est une aventure vraiment tuto. Et puis, ce que j'aime pas, c'est que le starter triche un petit peu avec les règles. Quand j'achète le starter d'un jeu, j'achète... je commence pas le jeu de rôle, on est d'accord. Mais je veux que le starter me donne les vraies règles. Même s'il me donne pas toutes les règles, bien sûr, bien entendu. Mais il me dit ceci, ça se règle comme ça dans ce jeu. Et là, c'est pas le cas. Il y a plein d'endroits où ils vous disent, dans le cadre de ce starter, nous allons nous limiter à ça. Nous allons utiliser que ça. Les règles complètes se trouvent dans le livre de base. Donc, j'ai l'impression de jouer à une sorte de demi-Shadowrun. C'est comme Shadowrun Light.
Voilà, j'ai pas été convaincu par le starter. Pareil, je devais le faire jouer. Finalement, on a préféré faire autre chose. Je sais même plus ce qu'on a fait à la place. Mais finalement, on a fait autre chose. Les joueurs n'étaient pas tous emballés à l'idée d'avoir qu'une version des règles. Donc c'est un petit peu dommage. Une petite gorgée de vin chaud. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais celui-là est quand même super bon. C'est ma conjointe qui me l'a fait, juste pour moi. Je suis très content. Donc, autre flop, à la troisième marche du plateau déjà, du tableau, du plateau. Nous allons avoir Pathfinder, l'édition remaster. Là, je vous montre le player core. Et vous allez voir que je suis une fraude d'ailleurs. J'arrête pas de vous dire que je suis pas très client des couvertures collector. Et au final, je me rends compte que j'en achète de plus en plus. Allez comprendre. Mais celle-là était quand même très jolie. Mais si je me souviens bien, celle-là, je l'ai achetée fin 2023 quand il est sorti le bouquin. Et dans le magasin, il ne restait plus qu'un seul exemplaire. Et c'était cette version collector. Donc, Pathfinder édition Pathfinder 2 remaster. Pourquoi est-ce que c'est un flop? Alors Pathfinder 2, je vous rassure, je considère toujours que c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu, c'est juste pas un jeu qui est fait pour moi, je pense. J'ai déjà joué à Pathfinder 2 dans le passé, j'en avais déjà parlé sur la chaîne. C'est un jeu qui est très cool, qui est très complet, vraiment très complet. Il me plaît beaucoup plus que la 5e par exemple, par son approche. J'aime beaucoup le système des 3 actions, il y a énormément de choses que j'aime dedans. En tant que joueur, je prends un vrai plaisir à jouer à Pathfinder 2, mais en tant que MJ, ça devient très vite ingérable, pour moi. Hein. Je répète toujours que dans cette vidéo, je parle dans mon avis, et pour moi. Si vous, Pathfinder 2, c'est du petit lait, bah, c'est très bien pour vous. N'allez pas le prendre personnel, je parle vraiment dans mon cas. Je trouve que c'est trop vite le bordel. Sans un VTT, je n'arriverai pas à jouer à ce jeu. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Quand je suis dans le VTT et que je vois que le VTT commence à acheter des dés tout seul, le nombre d'états, c'est ça le problème de ce jeu pour moi, c'est le nombre d'états appliqués à la cible. Surtout avec certaines classes. Je prends l'exemple du moine. Quand vous êtes le moine, et ben vous jouez beaucoup sur le fait d'incapaciter la cible en lui donnant des effets. J'ai eu un moine à ma table sur le Pathfinder 2 normal, et j'arrivais plus à suivre. Disons que du niveau 1 au niveau 5, c'est bien gérable, c'est super cool. Du niveau 5 au niveau 9, ça devient déjà le gros bazar, et à partir du niveau 9, là, c'est la fête au village. C'est plus possible. Moi, j'ai fait 3 campagnes en tout, 4 campagnes. On a fait une en tant que joueur, 3 en tant que MJ. Il y en a 2 qui ont avorté. Au niveau une au niveau 4 et une au niveau 7. Et la dernière en date, c'était une campagne que j'ai faite en remaster. C'était une campagne dans l'univers de Midnight qui est sorti chez Edge. Et donc qui était sorti pour DD5, mais on l'a joué en Pathfinder 2. Et j'avais mis beaucoup d'espoir avec Remaster, et finalement ces espoirs n'ont pas été fondés. Je vais expliquer maintenant pourquoi. Donc, quand j'ai fini mes 2 campagnes Pathfinder 2 normales, que j'ai décidé de les arrêter, c'était à cause des règles, principalement. C'était à cause des règles, ça devenait trop le bordel, on comprenait plus ce qui se passait, et des joueurs étaient toujours perdus. C'était vraiment le chantier. Quand ils ont lancé la remaster, ils parlaient de refaire l'habillage du bouquin, de prendre en compte les retours qui avaient été faits sur Pathfinder 2 depuis des années, et de remixer tout ça, et de simplifier l'accès au jeu et tout ça. Moi, je me suis dit, chouette, peut-être qu'ils vont garder le même principe, m'attendais au même jeu à peu près, mais en enlevant des états, en simplifiant un petit peu les choses, et tout. J'ai pas vraiment eu ça. Alors, on se rappelle que l'édition remaster a été annoncée quasiment à la période de l'OGL Gate de chez Wizard, et donc ils ont profité des remasters pour sortir de l'OGL. Ce que je trouve très bien, mais comment dire, j'ai l'impression d'avoir un jeu beaucoup plus complet, d'avoir plus d'options, et pas forcément plus compliqué avec le livre de base de la version normale de Pathfinder 2. Avec le Player Core, oui, ils ont revu l'habillage, et honnêtement, bah, moi je trouve pas ça plus simple qu'avant. C'était déjà un modèle d'ergonomie. Je veux dire, là par exemple, quand vous. Déjà, vous avez une table des matières qui est très bien faite, mais quand vous ouvrez votre livre
dans la marge, vous avez une sorte, de repère. Alors c'est très, très bien, hein, vraiment, mais déjà dans le Pathfinder 2 normal, je considérais que c'était déjà très, très bien fait. Là, j'ai pas trouvé que c'était révolutionnaire. Limite, des fois, ça perd parce qu'il y a comme une espèce de système d'onglets qui s'ouvre et qui se ferme. Des fois, on est un peu perdu avec ça. Bref, tout ça pour dire qu'ils en ont profité pour retirer des choses. Ils ont retiré des classes qu'ils considéraient, à tort ou à raison, moi je vais considérer à raison, comme un petit peu trop complexe pour commencer le jeu. Exemple le moine, qu'ils ont retiré du livre de base, enfin du Player Core 1, parce qu'il a été remis dans le Player Core 2. Ils ont retiré aussi le Swashbuckler. Pareil, c'était une classe qui n'était pas forcément très, très facile à prendre en main dès le début, donc tout ça, je suis d'accord. Mais ils ont retiré, par exemple, le barbare et l'alchimiste, qui sont pas forcément des classes que je considère extrêmement dures. Le barbare, c'est même une des classes les plus faciles d'accès. En général, j'ai envie de dire, peu importe le jeu. Le barbare, c'est quand même une classe accès débutant, mais c'est pas forcément inintéressant, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais souvent, un débutant peut prendre le barbare, on va pas lui dire que c'est une classe trop compliquée à jouer. Et là, ils l'ont retiré, et tout ça a été remis dans le Player Core 2. Ils en ont profité pour sortir de l'OGL et par renommer certaines choses. Par exemple, être flat-foot, ce n'est plus flat-foot, c'est off-guard, mais l'effet, c'est le même. Donc on se retrouve avec le même jeu. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver le même jeu, avec les mêmes problèmes, aux mêmes endroits. J'ai l'impression que c'est la même chose, juste il n'y a plus l'OGL. J'ai pas vu d'amélioration par rapport à Pathfinder 2 normal. Peut-être que les sorts étaient plus clairs et ce genre de choses, je dis pas le contraire, mais en termes de ressenti de jeu et de jeu en soi, au niveau des règles, bah, je considère que c'est la même chose, peu ou prou. J'ai pas vu de grande différence et au final, bah, je refais les mêmes reproches que j'ai fait à Pathfinder 2. Je lui refais les mêmes reproches et ça va même être encore pire puisque là, déjà il y a eu une augmentation de prix sévère, c'est vraiment cher Pathfinder et j'ai l'impression qu'ils me demandent de racheter le même bouquin et en plus d'en acheter deux parce qu'ils l'ont séparé en deux. Donc maintenant dans le Player Core 2, bah, on a le barbare, on a le swashbuckler, on a le moine, on a tout ça, on a l'alchimiste et bah pour moi c'était pas nécessaire de faire ça. Donc bah je suis désolé Pathfinder, mais là, enfin je sais pas ISO, je suis pas très content de ce qu'ils ont fait avec l'édition remaster. Je pense qu'il y avait un moyen de faire un petit peu plus light sur beaucoup de choses. On a toujours nos 40 états qui ne servent pas pour la plupart à grand chose, donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour Pathfinder. Maintenant, sur l'avant-dernière marche du podium, on va retrouver Imperium Maledictum, qui est là encore un excellent jeu. Alors pourquoi est-ce que je le mets dans ce flop alors? Encore une fois, c'est l'édition collector. Hop, ça c'est en fait c'est un coffret. Et dedans, vous avez le livre. Hop, je vous le sors. Excusez-moi, je fais pas trop de montage aujourd'hui, c'est Noël. Voilà, on prend un peu plus le temps, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça. Donc, édition collector qui est absolument magnifique. Donc ça, c'est chez Cubicle 7. L'édition collector, vraiment, c'est de la frappe. On a toujours le même problème de trucs en or qui laissent un petit peu de traces sur les doigts, mais ça va de mieux en mieux. Plus ça va et moins j'ai de rose doré sur les doigts. Donc c'est un livre qui est très beau, qui est vraiment super bien mis en page, très 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 beau, et qui propose quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc nous retrouvons l'univers de Warhammer 40 000, univers bien connu, je pense, de la plupart des rôlistes, univers qui en fait rêver certains, pourtant il n'y a pas de quoi rêver dedans, mais il y a beaucoup de monde qui aime Warhammer 40 000, j'en fais partie, c'est un univers que j'aime bien. Je suis pas le plus grand fan, mais c'est un univers que j'aime bien, et voilà, des gros canons, c'est toujours cool. Donc, ce qui m'a séduit dans ce jeu, et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que, je sortais de la lecture de Soulbound, Warhammer Soulbound, donc un autre jeu de figurines Age of Sigmar de chez Games Workshop, et j'avais été vraiment séduit par le jeu, par sa mise en page, par ses illustrations, par son système. Chez Cubicle 7, là je m'étais dit, oh la vache, ils ont fait un truc super super bien. Donc je sortais de Soulbound et arrive Imperium Maledictum. Autre proposition qui m'a séduit, c'est que on n'est plus dans le Warhammer 40 000, on va dire, à haut niveau. On va pas jouer des Space Marines, on va pas jouer des Inquisiteurs, on va pas jouer
des gens qui sont extrêmement puissants. On va jouer les petits malfrats, les petites merdes au service de gens un peu plus puissants qu'eux. Dans un univers comme ça, je veux dire dans une cité ruche ou des choses de ce genre-là, moi ça m'évoque tout de suite plein de scénarios et ça me donne vraiment envie de jouer. Mais tout ça je l'ai retrouvé. J'ai trouvé plein de trucs super dans le jeu. J'ai vraiment été séduit, j'ai envie de le faire jouer ce jeu. Mais ce qui m'a refroidi, c'est le système, et c'est pour ça qu'il se met un peu dans le flop aujourd'hui. C'est que je savais qu'on retrouvait le descend, donc je savais que je partais pas sur le même genre de système que Soulbound. En l'achetant, je savais directement que c'était pas le même système. Mais je sais pas pourquoi, on ne peut pas avoir un jeu Warhammer 40 000 avec un système plus simple. J'ai toujours l'impression qu'on est obligé d'associer Warhammer 40 000 avec système compliqué. C'est pas le plus complexe, pas du tout, mais il y a quand même de quoi faire, il y a quand même à manger. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu, des options de personnalisation, il y en a plein, ça c'est bien, mais ça peut tout à fait changer. En combat, les personnages peuvent faire des actions et on peut avoir des effets. Avant de s'y retrouver, en tant que MJ, on doit vraiment se prendre la tête, pas pire. En combat, il y a plein d'options disponibles, il y a plein de choses à faire. Moi, j'aurais plus vu une espèce de jeu d'espionnage, et c'est un peu comme ça qu'on l'explique, mais il y a de trop grosses parties sur le combat, je trouve. Donc ça m'a un peu déçu, mais par contre, je maintiens ma position. C'est un excellent jeu que j'ai envie de faire jouer en 2025 si possible, et même pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai fait le sondage pour un actual play, que finalement c'est Numenera qui a été choisi, et bah, Imperma Edictum était dans la liste des candidats. Je me suis dit que les gens aimeraient bien voir du Warhammer 40 000 en actual play. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous voulez voir du Warhammer 40 000 Imperma Edictum en actual play, n'hésitez pas à me le demander, ça me fera plaisir de le faire. Mais sur le coup, il était vraiment dans les choix, et malheureusement, à cause du système, j'ai pas voulu y aller. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus cinématographique, donc j'y suis pas allé. Mais bon, dites-moi si jamais ça vous intéresse de voir ça. Je dis pas que c'est un système affreux, on n'est pas sur du Polaris, pas du tout, mais trop lourd pour ce que j'en attendais. Voilà, on va résumer ça comme ça. Et enfin, pour clôturer cette vidéo qui n'en finit pas de finir, eh bien, il y a Pendragon. Pendragon, le starter set, ça a été mon plus gros flop de l'année. Ça a été un flop monumental chez moi qui résonne encore. Et pourtant, il a plein de qualités. Pourquoi, comment, et je vais déjà essayer d'expliquer un petit peu Pendragon. Donc, et les critiques qui ont pu être faites au jeu, dont la plupart je ne les partage pas. Je tiens à préciser tout d'abord que je ne l'ai pas lu encore le livre de base, je n'ai pas lu la campagne non plus, qui est sortie. Donc ça, je ne juge pas. Je vais juger aujourd'hui que le starter set, et vous expliquer pourquoi. Donc Pendragon, on va jouer des chevaliers à l'âge des légendes arthuriennes, donc on est au milieu de Arthur, de Merlin, voilà, du Seigneur Lot et autres, Léodagan et autres voilà, chevaliers de la table ronde. Donc nous allons jouer des seigneurs à ce moment-là, ou du moins dans le starter, on va plutôt jouer des chevaliers mineurs, des aspirants, voilà, des choses comme ça. On va jouer vraiment des gens qui débutent dans le milieu de la chevalerie. Et le starter prend place au tout début des légendes arthuriennes. On est vraiment à la naissance de tout ça. Tiens, les critiques qui ont pu être faites au jeu, c'est tout d'abord la maquette. La maquette, je vais vous montrer très rapidement, mais il y a des espèces de lignes, on dirait un petit peu les lignes, quand on est dans un logiciel de mise en page, on a comme ça comme des guides. Voilà, des guides d'impression, les endroits où il faut pas dépasser pour éviter que la machine coupe et autres trucs comme ça. Ces lignes-là, quand on a eu les premiers visuels de la maquette, les premiers PDF, ça me dérangeait, je trouvais ça vraiment moche. Mais une fois que c'est mis sur papier et qu'on le lit en papier, il n'y a aucun problème. Les lignes s'effacent à la lecture, on ne les voit plus. En tout cas, moi, je les vois plus. Ensuite, il va y avoir les illustrations. Alors, on a un style comme celui-ci, qui est un petit peu simpliste, je pense, pour la plupart des gens, ou comme ça, un petit peu médiéval. Ben, moi, ça ne me dérange pas non plus. Je peux pas dire du tout que c'est quelque chose qui m'a
choqué, dérangé. Oui, c'est pas mes illustrations préférées. Oui, j'aurais peut-être vu autre chose, en tout cas pour le côté un peu simpliste de certaines illustrations, mais les illustrations un peu médiévales comme celle-ci ne me dérangent absolument pas. Vraiment, pas de problème avec ça. Donc ça c'est cool. Autre point fort, bah évidemment, derrière on a une carte de Francesca Beralde, comme il y avait dans le starter RuneQuest, donc ça c'est très bien. Donc là-dessus tout va bien. D'un point de vue système, je trouve que le système répond bien à l'univers du jeu. J'ai aucun problème avec. Vraiment, c'est pas le système le plus léger, c'est pas le système le plus simple, mais le système répond bien à l'univers et il me paraît pas trop lourd. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mon problème avec le starter, ça va être l'aventure qui est inclue dedans. On a la campagne de l'épée et je comprends pourquoi. Alors ils sont deux auteurs, il y a Greg Stafford et un autre auteur que je vais vous dire son nom tout de suite parce que sinon je vais m'en vouloir. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que c'est écrit Greg Stafford, mais paix à son âme, il n'était pas non plus tout seul, hein, puisque c'est Greg Stafford et David Larkins. Donc, faut pas non plus oublier ceux qui n'ont pas un nom qui résonne dans l'histoire, comme Greg Stafford. C'est un peu dommage. Donc, on a la campagne de l'épée. Et je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont décidé de nous reproposer le tout début de l'épopée d'Arthur. Donc on a Arthur qui sort l'épée du rocher et il y a différentes choses qui vont se passer et on finit avec une certaine dame dans un certain lac qui sort une certaine épée. Bon, tout ça c'est bien, c'est l'origine des légendes arthuriennes, on est vraiment au tout début d'Arthur qui commence. Bon, tout ça c'est très bien. Mais je déteste la façon dont ça a été fait. Alors déjà il y a les différents chapitres. La majorité vont être des successions de batailles à faire. Pas des combats escarmouches, non, des batailles un peu plus rangées et autres. J'aime pas ça. Une dedans, oui, mais deux d'affilée, c'est un peu lourd. Et autre point, et c'est ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai vraiment l'impression que les joueurs sont là pour être les faire-valoir de l'histoire. Les joueurs sont là pour regarder les événements se passer. Et pourquoi? Parce que si on veut avoir la suite du jeu, et on veut avoir la suite de l'histoire d'Arthur, Guenièvre, Lancelot et autres, et il faut que ces événements-là se passent. Il faut qu'Arthur fasse les actions qu'il fait à ce moment-là, il faut que les premiers conflits éclatent pour avoir la suite de l'histoire. Donc les joueurs n'ont pas un très grand contrôle sur ce qui se passe. Les joueurs sont là pour assister aux scènes. Et ça me dérange. Il y a beaucoup trop d'événements qui sont obligatoires, où les joueurs peuvent échouer ou réussir, c'est pas grave, puisque s'ils échouent, en gros, ils se font juste engueuler et on passe à la suite. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage de jouer ça comme ça. Encore une fois, je comprends pourquoi ils ont fait ce choix-là, et on sent d'ailleurs, point fort, que les auteurs connaissent leur sujet. On voit qu'ils aiment cette ambiance-là, cet univers-là, ils aiment les légendes arthuriennes, et ils savent de quoi ils parlent. Mais les héros de l'histoire ne sont pas les joueurs. Et ça me dérange, toujours. On est dans un jeu de rôle, les joueurs devraient avoir un contrôle total et être au cœur de cette histoire. Et là, ce ne sont juste que des pégus qui obéissent aux ordres et qui sont là pour faire en sorte que l'histoire se passe mieux que sans eux. Mais l'histoire se passera quand même et ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Bref, le railroad, ça me dérange pas quand c'est bien fait. Là, c'est grossier. J'ai trouvé ça en tout cas grossier. Voilà, ça a été mon plus gros flop de l'année. Ça m'a mis en colère. Et le pire, c'est que je voulais le faire jouer ce starter. Parce que je connais pas du tout Pendragon. C'est vraiment pas un jeu que j'ai déjà joué. C'est un jeu que je découvrais avec ce starter. J'ai jamais eu accès aux autres éditions et tout ça. C'est un jeu que je connaissais de nom. Mais je savais depuis plusieurs années qu'il y avait une édition qui était en préparation, qu'ils en parlaient un petit peu à droite à gauche. Il y avait des bruits de couloir. Donc je voulais me lancer dans Pendragon avec la nouvelle édition. Et finalement, quand j'ai eu le starter, je me suis dit, non, tout ça pour ça non. Et j'ai commencé ma lecture de l'aventure, je me suis dit, bon, ok, là, c'est un peu le railroad au début, il y a un événement fondateur majeur qui se passe, on est obligé, ok.
Puis après vient la scène, pour ceux qui l'ont lu, quand on garde l'épée. Voilà. La scène où on est de garde, et je lis ça, je me dis bon ok, c'est bizarre quand même. Et j'arrive à la fin, je me dis bah, finalement ça n'a aucune importance. Passe à la suite, bataille, ok, ça n'a aucune importance non plus finalement. Et je passe la suite, je me dis mais en fait on joue pour regarder les événements majeurs, je sais pas. Euh, c'est un peu bizarre, j'ai trouvé comme façon de faire, mais bon, pourquoi pas. Et ça n'entache pas la réputation de Greg Stafford dans mon cœur, loin de là. Voilà, donc pour mes flops 5 de l'année, je pense que j'ai déjà bien parlé. On se retrouve dans une autre vidéo pour le top 5 cette fois-ci. On finira quand même avec un peu de positivité, que diable. Et puis peut-être un petit peu plus de vin chaud. Il commence à plus être trop chaud le vin. Et bah je crois qu'il commence plus à être chaud. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours passer de bonnes fêtes de fin d'année. Salut.